Oui, le personnage a existé, oui, le personnage a été a pris la succession de Anne Auberjon. Oui, ses rapports étaient compliqués, ont été très compliqués avec Maureen Kearney. Après, il y a une part de subjectivité aussi parce que finalement c'est ce qu'a vécu Maureen Kearney et le film est vu à travers ses yeux et de ses rapports avec ces gens-là, que ce soit avec Courcelles ou avec Anne Auberjon ou avec les autres. Mais je veux dire que après, moi je me suis inspiré de certaines choses qui étaient dans le livre et je me suis aussi inspiré de ce que m'a dit Maureen Kearney, de la manière dont elle a ressenti les choses de l'intérieur, comment elle a vécu certaines de ces scènes, parce que ça c'était pas dans le livre de Caroline. Caroline relatait des faits en tant que journaliste, ce qui était déjà formidable, mais après comment Maureen vivait le fait de recevoir une chaise en pleine figure, ce qui était vrai lors d'un conseil d'administration, ou comment faire face à ce qu'a été, je dirais, la violence verbale de Courcelles par rapport à elle, où ils avaient de toute façon des rapports difficiles, ça je ne l'ai pas inventé. Mais après, voilà, oui, c'est subjectif aussi, on peut dire que... Enfin, on peut dire, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai essayé de retranscrire ça, et le fait que le Courcelles soit mort, oui, il est mort, alors, pas d'une crise cardiaque, mais voilà, je pense que aussi le personnage a été dans une espèce de tragédie, lui aussi pris dans quelque chose d'extrêmement violent, sur des enjeux très très forts. Voilà ce que je veux dire. Oui, la trame des faits est respectée, mais en même temps, Jean-Paul y amène la fiction pour que ce soit un scénario de cinéma, puisque ça n'est pas un documentaire, c'est un film de cinéma avec une part de fiction et d'émotion qui s'ajoute à ça. Mais si je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire, moi ce que j'ai retenu de cette histoire, et ce que j'espère que j'ai essayé de montrer dans le livre et qui transparaît à travers le scénario, c'est que cette histoire a broyé absolument toutes les personnes qui s'y sont approchées de près ou de loin. C'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte de classe sociale, c'est une lutte de genre, comme on dit maintenant, c'est une lutte à tous les niveaux qui ne fait quasiment que des vaincus, d'une certaine manière, parce que ceux qui connaissent un petit peu l'actualité énergétique, Areva a disparu, EDF est au plus mal, et c'est vrai que quelque part, c'était aussi par le biais de cette petite histoire très importante à mes yeux, sinon je n'y aurais pas consacré aussi peu de temps, mais autant de temps, mais l'histoire finalement d'une petite syndicaliste à qui il avait été fait une injustice immense. C'est aussi cet immense gâchis de l'industrie française du nucléaire, etc., qui est raconté, c'est très en toile de fond, c'est un petit peu plus présent dans mon livre, mais c'est aussi des histoires humaines qui broient et qui font des dégâts terribles. Et donc l'agression a eu lieu le jour de rendez-vous avec... Non, pardon, ça pour répondre... Non, ça c'est vraiment... si, elle avait rendez-vous, non pas avec François Hollande, mais avec Cazeneuve, ou au Montebourg, mais je crois que c'est Cazeneuve. C'est avec Cazeneuve. Cazeneuve. C'est vrai que bon, c'était un peu abstrait, et puis ça voulait dire aussi réintroduire en interprétation Bernard Cazeneuve, etc. Bon. Voilà. Et de fait, comme dans la réalité... Elle avait écrit une lettre, elle avait demandé un rendez-vous à Hollande, c'était... Voilà, elle avait demandé un rendez-vous à Hollande, elle était proche de Hollande, elle pouvait avoir accès à lui parce qu'elle avait été elle avait fait partie du comité de soutien du PS pendant la campagne électorale, donc elle n'était pas inconnue de Hollande, donc on s'est dit, voilà, plutôt que de dire c'était Cazeneuve, et dramatiquement, évidemment, c'est un peu plus fort, enfin, voilà, donc je dis pas que... Mais c'était le jour de rendez-vous Non, oui, c'était le jour de... Voilà. Oui, elle avait rendez-vous l'après-midi. Voilà. Et alors, toute petite, vraiment question, côté cinéma de nouveau, Yvan Martel a quand même un rôle relativement important. Pourquoi est-ce qu'on met avec la participation de... Parce qu'il n'a pas le rôle principal? Oui, ça c'est des contrats d'agents, de machin, c'est parce qu'il a un rôle important, mais c'est pas la tête d'affiche, donc voilà. Merci. Et puis il y a Marina Foïs. Bon, voilà, ça c'est la cuisine interne du cinéma. Mais ce qui est important, c'est qu'il joue le personnage et qu'il soit ce personnage-là. Alors je crois qu'il y a un monsieur qui veut... Et puis après je crois qu'on retourne en arrière. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, je voulais témoigner parce que, étant moi-même un ancien ingénieur d'Areva, j'ai bien connu. J'ai bien été ancien ingénieur d'Areva, effectivement, et
et syndicaliste également. Je connais toujours Maureen, puisque je suis toujours en contact avec elle. Et je voulais vous féliciter pour ce film sur l'ensemble tous les événements qui ont eu lieu, effectivement. Bon, après, il y a effectivement certains événements certaines localisations qui ont pu changer, mais enfin, c'est pas grave. Et effectivement, je voulais témoigner sur le fait que Maureen était quelqu'un de très charismatique. Et en tant que, à l'époque, en fait, où elle a eu, ces événements sont passés, elle était secrétaire du comité du groupe européen d'Areva. C'était un rôle vraiment très important dans la représentation du personnel. Quand elle parle des 50 000 salariés, effectivement, c'est surtout tout le groupe Areva. Et donc, je voulais vous féliciter à ce niveau, au niveau du film, pour tous ces événements. Pour ce qui est du personnage, bon, moi, le seul regret que j'ai, c'est connaissant Maureen, il manque son accent irlandais, oui, d'origine irlandaise. Mais sinon, bon, effectivement, Isabelle Huppert s'imposait bien pour sa ressemblance physique par rapport à Maureen. Et puis au-delà de sa ressemblance, ce que je disais, c'est l'énergie d'Isabelle, la détermination qu'elle a, cette corpulence qui est synchrone avec celle de la vraie Maureen Kearney, et je trouvais qu'elle avait cette énergie. Et puis cette voilà, enfin moi, il y a quelque chose que je trouvais très fort. Voilà, et merci en tout cas pour ce que vous dites. Sinon, pour ce qui est du. Je vous entends pas. Approchez le micro, monsieur. Oui. Sinon, concernant effectivement la vie de Maureen, effectivement, je confirme que ça va mieux maintenant. Il y a eu des périodes très difficiles pour elle. Ça va mieux et effectivement, petit à petit, elle se relève. Et ça fait effectivement, il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre. Il faut peut-être d'ailleurs, puisque vous avez été salarié et syndicaliste, il faut quand même souligner que ses camarades de la CFDT ne l'ont jamais laissé tomber dans toute cette histoire, et que cette force collective, aussi cette camaraderie est quelque chose qui a beaucoup compté dans son histoire, évidemment, mais aussi dans sa reconstruction. Bien sûr, Jean-Pierre Bachmann, qui est dans le film, l'a soutenu. Effectivement, et je confirme également, concernant Luc Courcel, que c'était quelqu'un que j'ai rencontré en réunion, quelqu'un qui n'était pas facile, effectivement, qui était une personnalité qui était complexe et avec qui il était compliqué de discuter et d'avoir des échanges comme on a pu l'avoir avec Madame Lauvergeon. Effectivement, l'Areva, malheureusement, ne s'en est pas rendu. Oui, alors bon, l'échec d'Areva, c'est collectif aussi, malheureusement. Ce sont des décisions politiques. Hein. Ouais. Et ce que je voulais dire également, ce qui transparaît dans le film, c'est que le seul homme politique qui a soutenu Maureen, c'était Arnaud Montebourg. Et effectivement, les autres, elle n'a pas eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. Aucun, on peut le dire. Merci monsieur pour votre témoignage. Nous avons un monsieur juste derrière et on reviendra ensuite vers vous. Juste pour savoir, est-ce que dans le cadre de la rédaction de votre livre ou dans le cadre de la réalisation du film, vous avez subi vous-même des pressions par rapport à ce sujet? Le sujet des pressions. Oui, mais je dirais que moi, dans mon travail d'enquête, ça va avec. C'est peut-être... Voilà, ça va avec, parce que forcément, quand vous enquêtez, vous ne faites pas plaisir à tout le monde. Donc, des pressions, j'en ai eu à l'époque. Cette histoire-là, je l'ai vécue, alors, grâce à Dieu, je n'ai pas été agressée, mais on a vécu des choses en parallèle avec Maureen, puisque les fameux contrats franco-chinois, c'est moi qui les publie dans l'Obs, en fait. Donc, pas tous, mais une grande partie. Donc des pressions, oui, c'est des procès, c'est des menaces de procès, c'est des pressions psychologiques, voilà, mais c'est... Après, moi je considère que les gens ont aussi le droit, on est en démocratie, de dire qu'ils ne sont pas d'accord.
Il faut juste que ça ne dépasse pas la limite, et en ce qui concerne Maureen Kearney, la limite a été très largement dépassée. Mais oui, des pressions, il y en a toujours, et il y en a encore actuellement, c'est normal. Alors, moi, non, j'ai pas eu de pression. Après, le film n'était pas forcément très simple à monter financièrement. Parce que déjà, quand on a commencé à chercher de l'argent il y a 2 ans, tout le monde disait oh là 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 là, le nucléaire, tout ça, on s'en fout, ça n'intéresse plus personne, c'est plus un sujet. Bon. Et le syndicalisme, bon. Aujourd'hui, c'est dis donc, c'est génial cette idée, comment tu as vu ça? Bon, voilà. Après, il faut quand même, on a été soutenu par le distributeur Jean-Lavadi Lepin, qui tout de suite a le film, le producteur évidemment, Bertrand Fèvre, la télévision publique, il faut quand même le signaler, France Télévisions, France 2, avec sa présidente Delphine Ernotte, qui connaissait l'histoire de Maureen Kearney et qui a dit c'est à l'honneur du service public de faire un film comme ça, on doit le faire. Voilà, ça c'est fait parce que des fois on dit la démocratie, ça va si quand même, on a encore de bons restes de démocratie. Ça s'est fait. Il n'y a pas eu Canal, ben voilà, je ne ferai pas de commentaire, mais il y a eu OCS. Par contre, les régions qui d'habitude financent les films et souvent les liens, là il n'y en a eu aucune. Le scénario n'est pas terrible, machin. Aucune région n'a financé le film, ni la région parisienne, voilà, ni la région Rhône-Alpes dans lesquelles on a tourné malgré tout Annecy. Mais enfin, on les a tout essayé. Hein. On était prêts à les tourner en Bretagne, en Alsace, dans votre région, on a tout fait, on s'est fait jeter de partout. Et on a dû aller tourner en Allemagne, du coup. Il y a eu une copro allemande, et du coup, on a recréé toute la gendarmerie de Versailles en Allemagne. Et puis toutes les centrales ont été les centrales nucléaires, évidemment, EDF, enfin les centrales nucléaires françaises ne donnaient pas accès pour y tourner. Donc on a tourné dans des centrales au charbon en Allemagne, avec lesquelles on a rajouté des trucs en numérique pour que ça devienne des vraies centrales nucléaires. Voilà. Donc l'argent de la copro allemande nous a permis de nous passer de l'argent des régions françaises. Voilà. Mais le film, voilà, le film va être diffusé ici, chez UGC, chez Pathé, chez CDR, enfin voilà, c'est pas un petit film qui va sortir en catimini ou on met des bâtons dans l'eau, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est une sortie nationale. Merci. Monsieur, oui, ça y est. Merci beaucoup pour ce film, merci d'être là avec nous ce soir. Merci de raconter cette histoire qui, je pense, est bien trop peu connue, comme on a pu le voir au nombre de bras levés au début, mais qui en tout cas apparemment intéresse quand même beaucoup. Et merci pour l'avoir racontée de cette façon, parce que c'est une histoire bien révoltante, et je me sens passablement révolté maintenant, donc c'est très bien. J'avais 2 questions, mais je pense que vous avez un petit peu déjà répondu. D'une, est-ce qu'il y a eu des sanctions d'une forme ou d'une autre vis-à-vis des policiers qui vraisemblablement n'ont pas très bien fait leur travail? Et de 2, est-ce que le soutien d'Arnaud Montebourg ou de Anne Lauvergeon qu'on voit qui se matérialise en quelques phrases sympathiques par-ci par-là ou quelques cafés a été un peu plus concret que ça ou pas, si vous le savez? En ce qui concerne les gendarmes, non. En tout cas, pas à ma connaissance. Dans la réalité, ils étaient plusieurs. Oui. Il y avait eu une enquête, voilà, il y avait un groupe d'enquêteurs. C'est vrai que nous, pour des raisons du cinéma et pas démultiplier les personnages, on a concentré sur le personnage que joue Pierre Delanoë-Champ avec toute son équipe. Voilà, ils étaient je comprends qui bien, de fait n'existe pas comme ça. En fait, ils étaient plusieurs. Il y avait gendarmerie, en plus c'est militaire, comme vous le savez, donc il y avait une hiérarchie, un chef. Voilà, c'était une. Là, pour le coup, c'est pas un homme seul. Ils étaient plusieurs, convaincus voilà, du fait qu'elle l'avait inventé. La question un peu sous-jacente aussi, c'est est-ce qu'on a appris de ça pour éviter de transformer par la suite des victimes en coupables et essayer de s'efforcer de montrer qu'ils sont plus coupables que victimes? J'aimerais bien vous dire que oui. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans la justice aujourd'hui et dans la police que les violences faites aux femmes ne sont pas, enfin que les femmes victimes de violences ne sont pas bien traitées, pas bien accueillies dans le système judiciaire. Par exemple, toutes les scènes
où Maureen Kearney, enfin en fait il n'y en a qu'une, alors dans la vérité il y en a 3, où Maureen Kearney est examinée de manière gynécologique après son agression. Elle est examinée 3 fois en une semaine, 3 fois par des hommes, et 3 fois sans lui demander son consentement. Ça, elle me l'a dit quand elle a vu le film, le médecin, parce que je crois que c'est obligatoire maintenant, lui dit est-ce que je peux vous examiner ça me... Enfin, en tout cas, elle n'en a pas gardé le souvenir. C'est peut-être passé, mais elle n'en a pas gardé le souvenir, donc elle l'a vécu comme un traumatisme. Donc dans l'accueil fait aux femmes, j'espère que ça va un petit peu mieux et qu'il y a une prise de conscience. La particularité de cette histoire, c'est que les gendarmes qui ont enquêté n'ont à aucun moment eu conscience de l'ampleur du sujet. Pourtant, ils ont travaillé dessus, hein, mais de l'ampleur du sujet, de ce qui était en jeu. Voilà, ils étaient sous pression de trouver une résolution rapide à ce qui s'était passé. Et pour avoir suivi un peu leur cheminement, comme c'est dit aussi dans le film, le fait qu'ils n'aient pas trouvé d'indices et de traces de l'agresseur, ils ont assez vite amené à la conclusion qu'il n'y avait pas d'agression, ce qui de fait était une fausse route. Concernant les soutiens, je laisserai Jean-Paul répondre, mais elle était très seule, très seule. Ce dont je peux témoigner, c'est qu'Arnaud Montebourg, par exemple, avait envoyé une lettre, et c'était le seul, qui a été lu par son avocat, je crois, pendant le procès de première instance. Il disait qu'il connaissait bien Maureen Kearney, que c'était ce qu'a dit son camarade ici, que c'était une syndicaliste fiable, respectée, etc. Mais voilà, c'était le seul et ça n'est pas allé plus loin à ma connaissance. A-t-elle été dédommagée pour ces agressions? Non, parce qu'il aurait fallu. Non, elle a été blanchie, ce qui était déjà. C'était le summum. Non. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que ce que je trouvais assez fascinant, c'était dans ce regard des hommes sur elle, c'était aussi la pression que chacun avait, c'est-à-dire que les gendarmes avaient la pression du procureur, qui lui avait la pression au-dessus, qui avait la pression de... C'est que chacun à son poste avait quelqu'un au-dessus, et je pense que c'était, on dirait le terme aujourd'hui est à la mode de ruissellement, mais une espèce de ruissellement de pression pour que tout le monde à la fin, finalement, la solution la plus simple, c'était d'accuser cette femme. Mais tous ces hommes, avec leur faiblesse, d'hommes, je dirais, avaient cette pression-là. Et c'est ce que je trouvais assez intéressant aussi à filmer et à montrer. Et pour ce qui est de la fin judiciaire, donc Maureen Kearney est relaxée par la cour d'appel. Une enquête qui s'ouvre pour son viol, mais elle retire sa plainte parce qu'elle ne veut pas rentrer dans un nouveau cycle judiciaire. Donc, sauf erreur de ma part, peut-être aurait-elle pu attaquer l'État pour obtenir des dommages et intérêts, mais au moment où elle sort enfin de sa relaxe après 6 ans de ce calvaire, en fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle dit, je ne parle pas en son nom, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est laisser cette histoire derrière elle. Donc elle ne va pas en effet dans une nouvelle bataille judiciaire. Oui, parce qu'elle avait eu rendez-vous, je crois, elle avait vu le procureur ou le juge d'instruction. Elle repassait par la même cour, elle repassait par les mêmes enquêteurs, et le juge d'instruction lui a dit qu'il ne lui ferait aucun cadeau. Elle ne bénéficierait d'aucun régime de faveur et qu'elle pouvait très bien se retrouver à la case départ. Donc vous imaginez, là, c'était quelque chose qu'elle a replié les dossiers et elle s'est dit je reste là. Sachant, pour revenir sur la question de l'âge, qu'elle était en retraite. En fait, elle n'est jamais retournée chez Areva parce qu'elle était autour de... Alors, je ne sais plus quel était l'âge de la retraite en 2012, mais elle était à ce tournant de la soixantaine qui fait qu'elle pouvait prendre sa retraite à ce moment-là. Alors, je crois que monsieur au fond, tout au fond. Oui, bonsoir. Merci pour le film. Petite question. Par 2 fois dans le film, vous mettez en cause Alexandre Djoubari. Enfin, je m'excuse, j'ai peut-être écorché le nom. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il y a une enquête ou quelque chose? Que là, visiblement, il est ciblé. Là. Alors non, il n'est pas ciblé en tant que tel. C'est un des personnages
de ces luttes de pouvoir de cette époque-là. Sa proximité avec le patron d'EDF est documentée, et sa proximité avec le pouvoir sarkozyste est encore plus documentée, puisqu'aujourd'hui il est mis en examen pour corruption dans un des volets de l'affaire sur le supposé financement libyen de l'entourage de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un personnage qui reflète, par son existence même, c'est un personnage réel, tous ces liens troubles, tous les personnages troubles qui peuvent graviter autour d'affaires industrielles, etc. Donc il n'y a pas d'enquête, et il n'est absolument visé par aucune enquête pour cette agression-là en particulier. La seule chose, c'est vrai, dans l'enquête qu'a fait Caroline, il était mentionné par la femme Veolia par rapport à son agression et au mari de cette femme quand il était chez Veolia. Voilà, c'était ces choses-là. Après, on les a posées parce que voilà, elles étaient dites et témoignées par ces personnes-là, quoi. Oui, il y a un certain nombre de pistes qui n'ont pas été suivies par les gendarmes, notamment des témoignages sur PV de membres de la direction d'Areva, pardon, je vais trouver mes mots, qui a déclaré à une syndicaliste d'Areva, qui l'a déclaré sur PV, on pense que c'est un intermédiaire qui a fait du zèle. Voilà. Donc ça fait partie des pistes qui auraient pu être suivies par les gendarmes et qui n'ont pas été suivies. Donc ça donne un contexte, ça ne donne pas la réponse à qui a fait et qui a commandité. C'est-à-dire qu'il est, on n'en sait rien, puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête pour rechercher ni l'agresseur de Maurice Carnet, ni l'agresseur de la femme du cadre de Veolia.